Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc dans cette capsule, et je vous dirais les 3-4 prochaines capsules, on va surtout parler du cœur. Donc dans un premier temps, on va s'attarder à l'anatomie du cœur, donc les principales composantes anatomiques. Et éventuellement, on va s'attarder plus à la physiologie du cœur, donc comment il fonctionne. On verra différentes lois ou facteurs qui peuvent favoriser justement le déplacement du sang ou au contraire s'opposer au déplacement du sang au niveau du cœur. Donc, dans cette capsule-ci, ça va être surtout une introduction, quelques concepts de base assez simples à comprendre. Donc, par exemple, ici, on vous donne une vue d'ensemble du système cardiovasculaire. Donc, on peut constater l'ensemble du réseau des vaisseaux qui va transporter le sang aux différents endroits de l'organisme. Le cœur, qui est le principal sujet d'intérêt dans cette capsule, donc finalement, qui va se contracter pour exercer une force suffisante pour, je dirais, faciliter le déplacement du sang dans l'ensemble de l'organisme. Et souvent, on parle, donc on a déjà parlé un petit peu très rapidement dans les dernières capsules, mais le réseau vasculaire, donc évidemment, on a le cœur, les différents vaisseaux, veines, artères, qu'on verra plus en détail éventuellement. Mais on parle souvent de capillaires également, donc ces vaisseaux microscopiques que j'avais déjà introduits très rapidement dans la capsule sur le sang. Donc, je parlais surtout des capillaires tissulaires qui permettent les échanges au niveau des substances que ce soit les gaz respiratoires, nutriments, peu importe, donc qui permet les échanges entre le sang et les cellules qui constituent l'organisme. Ce que je n'ai pas vraiment parlé encore et qu'on verra beaucoup plus quand on étudiera le système vasculaire, on a également des capillaires pulmonaires donc qui se retrouvent au niveau des alvéoles pulmonaires à l'intérieur des poumons. C'est des capillaires, donc on va favoriser également les échanges, mais dans ce cas-ci, c'est seulement les échanges respiratoires en fait. Il y a aussi des échanges de nutriments pour nourrir les cellules des poumons, mais essentiellement, c'est là qu'on va faire les échanges respiratoires pour éliminer le dioxyde de carbone ou aller chercher l'oxygène au cours de l'inspiration. Donc, il y a comme deux grandes classes de capillaires, en fait, au niveau du réseau vasculaire. Donc, ça, c'est une vue d'ensemble pour que vous ayez une idée un petit peu du système cardiovasculaire. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est à partir de maintenant, le cœur, comme je disais tantôt, c'est le sujet de la capsule. Donc ça, c'est une diapo extrêmement importante pour moi parce qu'elle résume à peu près tout. En fait, ce qui est illustré ici, que je vais vous présenter, je vais reprendre ces différents éléments en détail. Donc la première chose que je vais vous demander, c'est d'avoir une vue, une vue générale du cœur. Quand je vous dis le mot cœur, vous allez devoir visualiser dans votre tête à peu près ce que je vais dire dans 2 secondes. Donc, premièrement, le cœur, peut-être que vous le savez déjà, mais ce qui est extrêmement, si ce n'est pas le cas, c'est encore plus important de comprendre ceci. Le cœur, si je le fais sous forme carrée ici, se divise en deux. Et il y a deux moitiés complètement indépendantes l'une de l'autre. C'est un petit peu, c'est faux ce que je dis, vous avez un seul cœur, être humain a un seul cœur, mais c'est comme si on avait deux cœurs en fait. Il est divisé vraiment comme ça au centre, et cette division centrale comme ça va séparer le côté droit du côté gauche. Et les deux côtés ici ne vont pas communiquer, sauf si vous avez une malformation, un souffle au cœur, des choses comme ça, mais normalement, il n'y a aucune communication entre les deux. Donc, la circulation sanguine du côté droit va se faire complètement indépendante du côté gauche. Et en fait, ce que je vais faire, je vais aller au tableau blanc pour me faire un peu plus de place, mais en gros, je vais vous montrer ce qui est dessiné ici, donc divisé en deux, côté droit en mauve, côté gauche en rouge. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. On voit les 4 principaux vaisseaux sanguins qui sont connectés sur le cœur. Je vous en parle dans 2 secondes. Et on voit aussi en jaune et en vert les espèces de petites valves, les valves cardiaques qui vont permettre de fermer ou d'ouvrir la séparation entre les cavités pour permettre la circulation à l'intérieur du cœur, évidemment la circulation du sang. Donc, ce dessin-là, je vais le schématiser. Si je prends un cœur et je le fais de forme carrée, simplement pour nous aider à se retrouver, je vous disais précédemment qu'il y a deux côtés. Donc, la première chose, le côté droit est ici, côté gauche ici. Et là, je rouvre une parenthèse qui va être valide pour tous vos cours de biologie, à peu près tous les manuels de biologie. Par convention, lorsqu'on dessine des illustrations anatomiques dans vos manuels de biologie, c'est toujours comme si la personne vous fait face. Ça explique que le côté droit ici est inversé à votre propre droite quand vous regardez l'écran. Donc, si j'étais en classe et que vous me regardiez, je vous fais face, et si je lève ma main droite, bien évidemment, elle est
en position inversée par rapport à votre position parce que je vous fais face en fait. Et à moins qu'il y ait une indication dans le schéma qui indique le contraire ou qu'on voit que c'est une vue de dos ou de postérieur, peu importe, généralement, par défaut, c'est toujours une vue comme ça de face. Alors, il faut faire attention parce que parfois, vous allez apprendre des vaisseaux, je ne sais pas, je vous parle de l'artère fémorale droite dans la cuisse droite, puis l'artère fémorale gauche dans la cuisse gauche, bien, il ne faut pas inverser la droite et sa gauche. Il faut toujours savoir où la droite et la gauche. Et si on faisait un exercice, un examen sur un schéma d'anatomie, bien, il faut être capable de distinguer l'artère pulmonaire droite et gauche, et généralement, elle est inversée par rapport à votre propre droite. Donc, on fait très attention à ça. Donc, une division comme ça. Et ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est bien dessiné sur la diapo précédente, mais on va le faire ensemble quand même. Côté droit, c'est le sang qui est pauvre en oxygène, généralement le sang veineux, qui arrive du côté droit. Donc, c'est le sang en fait, qui transporte le CO2 essentiellement. C'est le sang par lequel on veut éliminer le CO2, qui est un déchet toxique, évidemment. Alors que le côté gauche, lui, s'occupe de la circulation associée au sang qui est très riche en oxygène. C'est pour ça que tantôt, sur votre figure, on a utilisé un code de couleur, on utilise le bleu ou le mauve pour indiquer que c'est le sang qui est pauvre en oxygène, puis généralement, on utilise la couleur rouge pour indiquer que c'est un sang riche en oxygène. Donc, c'est pour ça que le côté gauche est coloré en rouge et le côté droit en bleu. Donc, ça, c'est le sang veineux. Ici, ça va être le sang riche en oxygène. Il y a une autre subdivision qui se fait dans ce sens-ci, sens horizontal, qui va permettre de faire 4 cavités cardiaques, 4 trous si vous voulez. Donc, les cavités du haut, les premières cavités qu'on va rencontrer, c'est les oreillettes. Donc, on a l'oreillette droite ici. On a l'oreillette gauche ici. Et les cavités du bas, on va parler de ventricules. Donc, évidemment, j'en ai 2. Toujours la même logique. Ventricule droit ici et j'ai le ventricule gauche de ce côté-ci. Donc, lorsque je vous dis le mot cœur, c'est la première chose que vous devez visualiser. Il y a 2 moitiés. Côté droit pour le sang pauvre en oxygène, côté gauche pour le sang riche en oxygène. Il y a 2 oreillettes, 2 ventricules. Donc, évidemment, de chaque côté. Entre ces cavités, si je peux m'expliquer ici, il y a des petites valves. Hein? Donc, on a une cloison comme ça, mais c'est comme des petites portes, les valves cardiaques. Donc, je vais les symboliser comme ça ici, qui peuvent être en position ouverte ou fermée. En fait, il y en a 4. Maintenant, sur mon dessin, je vais parler des 2 premières. Ici, je vais y aller en abréviation parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc, les valves auriculo-ventriculaires cardiaques. Okay? Donc, valve auriculo-ventriculaire cardiaque. En fait, je vais marquer juste VA. Donc, valve auriculo-ventriculaire cardiaque. Une droite, puis j'ai une autre valve auriculo-ventriculaire gauche. Okay? Donc, ici, valve auriculo-ventriculaire droite, valve auriculo-ventriculaire gauche. Ces 2 valves peuvent être en position fermée ou ouverte. On verra éventuellement le fonctionnement de ces valves-là, mais en gros, elles vont permettre le passage, exemple, si c'est la valve auriculo-ventriculaire droite, va permettre le passage du sang pauvre en oxygène de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Et en même temps, au niveau de l'oreillette gauche, on va permettre, donc la valve auriculaire ventriculaire gauche va permettre le passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Si les 2 valves sont fermées, le sang reste coincé dans les oreillettes, tout simplement. Il y a 2 autres valves qui vont permettre le passage du sang des ventricules vers les artères. On va voir ça tantôt. Donc, ça, c'est l'autre élément. Maintenant, souvent, c'est difficile pour vous parce que vous pensez qu'il y a plein de vaisseaux sanguins connectés sur le cœur et tout ça, puis ça vous mélange, il y a des nouveaux termes et tout. Mais en fait, on va faire ça très simple. Il y a juste 4 vaisseaux sanguins de brancher sur le cœur. Et ces 4 vaisseaux sanguins, agissent en fait comme, comment je vous dirais bien, comme point d'entrée et point de sortie. Alors, ce que je vais dessiner, c'est vraiment un symbole pour vous aider à comprendre comment on est fait, mais c'est loin de la réalité anatomique. Donc, évidemment, je préfère que vous étudiez avec vos manuels, vos figures d'anatomie. Donc, je vais dessiner l'aorte, je ne ferai pas la vraie crosse aortique. Le positionnement va être erroné sur mon dessin. C'est simplement que je veux que vous compreniez qu'il y a 2 points d'entrée qui amènent le sang dans les oreillettes et il y a 2 points de sortie. Donc, même si ça ne reflète pas la réalité anatomique, vous devez savoir qu'il y a un seul vaisseau qui va amener le sang dans l'oreillette droite.
Et ce vaisseau-là, je vais le symboliser comme ça, même si ça ne reflète pas la réalité. Okay? Donc, le sang qui va arriver par ici, l'entrée du côté droit, c'est la veine cave. En fait, il y en a deux, la veine cave supérieure et inférieure. Mais peu importe, pour l'instant, on va parler de veine cave. Okay? Donc, les veines caves, c'est en fait le point d'entrée. Ça va permettre d'amener le sang comme ça, ici, vers l'oreillette droite. Donc, le sang veineux, l'ensemble de vos veines qui transportent le sang qui est très pauvre en oxygène, va converger. Donc, tous les veines de votre corps vont converger éventuellement vers les veines caves et les veines caves vont se déverser dans l'oreillette droite. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir les valves auriculo-ventriculaires. Donc, la droite va ouvrir. Le sang va circuler comme ça vers le ventricule droit. Et quand le ventricule droit va être plein, on va faire sortir le sang comme ça du ventricule droit. Donc, le point de sortie ici, c'est une artère. Et l'artère porte le nom, en fait, c'est un tronc pulmonaire. On va parler de tronc pulmonaire qui va se subdiviser éventuellement en deux artères pulmonaires, la droite et la gauche. Donc, le tronc pulmonaire qui éventuellement va devenir l'artère pulmonaire droite et gauche. Donc, le tronc pulmonaire, on peut considérer que c'est une artère en fait. Et le sang va s'en aller comme ça, va sortir, va être chassé du ventricule droit et va s'en aller éventuellement vers les poumons. Donc, le tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires, la droite et la gauche, et les poumons vont être alimentés par ce sang pauvre en oxygène. Et en fait, c'est les poumons qui vont se débarrasser du CO2 pendant l'expiration. Donc, on voit que la circulation est complètement indépendante du côté gauche. Maintenant, si je vais du côté gauche, c'est la même chose. Là, j'ai deux vaisseaux sanguins. Vous avez compris que les veines caves, c'est mon point d'entrée, et le tronc pulmonaire, mon point de sortie pour le côté droit. Mais la même chose, je vais avoir un point d'entrée du côté gauche qui va se connecter comme ça sur l'oreillette gauche. C'est un autre vaisseau, évidemment. C'est donc mon point d'entrée du côté gauche, je vais l'écrire sans parenthèse pour qu'on suive, c'est les veines pulmonaires. Donc, il y en a 4, il y en a 2 du côté gauche et il y en a 2 du côté droit. Et ces 4 veines pulmonaires, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles quittent les poumons et apportent le sang qui est riche en oxygène vers l'oreillette droite. Donc, encore une fois, je n'ai pas dessiné les poumons. Imaginez-vous, j'ai 2 poumons, un poumon droit, un poumon gauche. Donc, les 2 poumons, le droit et le gauche, sont reliés au cœur par des veines pulmonaires. Et ces veines pulmonaires vont transporter le sang riche en oxygène du côté gauche. Donc, c'est impossible d'avoir du sang riche en oxygène du côté droit. Alors, ces veines-là amènent le sang à l'oreillette gauche. Et c'est un peu la même logique que tantôt. Les valves auriculo-ventriculaires vont ouvrir. Le sang va quitter l'oreillette gauche, va passer dans le ventricule gauche. Et quand le ventricule gauche va être plein, on va pouvoir faire sortir ce sang par une artère, une très grosse artère, c'est une des plus grosses du corps, qui s'appelle l'aorte. Donc, tout simplement, le sang va quitter le ventricule gauche par l'aorte et éventuellement, l'aorte va se subdiviser en différentes artères pour alimenter l'ensemble des cellules de votre organisme pour l'oxygène, les nutriments et tout ça. Donc, c'est 2 circulations indépendantes. Et évidemment, on verra ça un jour de façon beaucoup plus détaillée, mais c'est les contractions des oreillettes et des ventricules qui vont, comment je vous dirais, en se comprimant, qui vont augmenter la pression interne du corps et pousser sur le sang pour permettre leur expulsion. Donc, exemple, si les 2 ventricules se contractent, ça va vraiment augmenter la pression, comme ça, à l'intérieur du ventricule et permettre de chasser le sang vers l'aorte ou le tronc pulmonaire, dépendamment si c'est le ventricule droit ou gauche qui se contracte. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas important pour aujourd'hui, mais on verra éventuellement que les 2 ventricules, droit et gauche, se contractent en même temps. Donc, les 2 côtés vont se vider en même temps, seulement on n'est pas connectés sur les mêmes vaisseaux. Donc, c'est à peu près ce que je veux vous garder en tête. Hein? Un cœur, c'est simple, c'est 4 trous avec 4 vaisseaux sanguins. Chaque cavité cardiaque, chaque trou est connecté sur un vaisseau. Et là, c'est un effort de par cœur un petit peu. Vous devez savoir que si je vous dis l'oreillette droite, OK, c'est connecté, c'est veine cave. Puis si je vous dis le ventricule gauche, c'est l'aorte. Et comprendre un petit peu la fonction de ces vaisseaux-là. Donc, la veine cave amène le sang de l'oreillette droite, chasse vers le ventricule droit, expulsé par tronc pulmonaire, et on s'en va vers les poumons. Alors que l'oreillette gauche, c'est l'inverse. On amène le sang riche en oxygène via les veines pulmonaires, descend au ventricule gauche et c'est expulsé à l'extérieur du corps par l'aorte. Tout ce qui manque, et là, vous avez vraiment une idée de l'anatomie complète du cœur. Tantôt, je vous parlais des 2 valves auriculo-ventriculaires qui sont ici, donc qui permet de contrôler le passage du sang entre l'oreillette et le ventricule. Maintenant,
il y a deux autres portes, deux autres valves qui vont fermer en fait le passage entre le ventricule gauche et l'aorte, et même chose côté ventricule droit et, le tronc pulmonaire. Donc dans ce cas-ci, ce que je pourrais faire, je pourrais symboliser, c'est très symbolique évidemment, c'est pas là qu'elle se situe, c'est pas en plein milieu du ventricule évidemment, c'est aucunement réel. Ce que je dessine, c'est vraiment comme une espèce de petit schéma symbolique pour vous aider à retenir tout ça. Mais de toute façon, éventuellement, je vais tout vous montrer ça, c'est de vraies figures. Mais pour l'instant, imaginons une autre valve qui s'appelle la valve, en fait, c'est une valve semi-lunaire ou sigmoïde, et la valve sigmoïde aortique, donc la valve sigmoïde aortique, va fermer comme ça ici la aorte avec le ventricule. Donc, elle devra s'ouvrir pour permettre le passage du sang oxygéné du ventricule gauche vers l'aorte et poursuivre la circulation sanguine dans l'organisme. De l'autre côté, ce qui va fermer le ventricule droit et le tronc pulmonaire, c'est encore une fois une valve sigmoïde, mais ici, on va l'appeler la valve sigmoïde pulmonaire ou du tronc pulmonaire. Et éventuellement, en fait, c'est exactement la même logique, c'est les fermer, le sang reste coincé dans le ventricule droit, et lorsqu'elle sera en position ouverte, là, le sang pourra sortir du ventricule droit pour regagner le tronc pulmonaire et se diriger vers les poumons. Un jour, je vais vous expliquer comment on fait pour ouvrir ces valves-là et tout, mais pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant, si je reviens à cette figure, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous présenter. Donc, en fait, c'est sur une figure anatomique un peu plus réelle que ce que j'ai dessiné. Alors, la première figure ici, c'est pour faire réaliser qu'il y a un côté droit, côté gauche, donc on a déjà parlé. Si je reviens ici dans la figure du centre, là, on voit la réalité. Hein? On est plus proche de la réalité, en fait, en termes des 4 vaisseaux sanguins que je vous ai parlé. Donc, exemple, la veine cave inférieure supérieure, que je colore ici, c'est le point d'entrée de l'oreillette droite. Donc, le sang qui contient le CO2 ou très peu d'oxygène, pauvre en oxygène, passe à la veine cave, déversé dans l'oreillette droite, éventuellement s'en vient comme ça dans le ventricule droit et va quitter le ventricule, donc par le tronc pulmonaire. Donc ça, c'est le fameux tronc pulmonaire ici que je colore. Et éventuellement, on s'en va du côté gauche par l'artère gauche, vers le poumon gauche, ou l'artère droite qui forme comme un T. Ici, c'est caché, hein, c'est masqué par la veine cave de l'aorte, mais imaginez-vous que l'artère pulmonaire gauche continue son chemin comme ça. Et sur ce chemin-là, sur ce trajet, il y a des valves. La valve auriculo-ventriculaire droite, qui est ici, qui ont dessiné en vert, en fait, sur le dessin. Donc là, ce qui est en position ouverte, le sang quitte l'oreillette pour aller dans le ventricule droit. Et ce qui est en jaune ici, et qu'on voit ici également sur le schéma du centre, c'est la valve sigmoïde du tronc pulmonaire. Donc, dans ce cas-ci, on va ouvrir également pour permettre de chasser le sang du ventricule droit vers le tronc pulmonaire. Donc, en fait, c'est pas mal ce que j'ai dessiné de façon plus schématique. C'est exactement la même chose. Donc, évidemment, il faut être à l'aise avec ces éléments-là le plus rapidement possible, parce que le plus vite que vous avez cette imagerie mentale et cette compréhension du cœur, mieux ça va être pour les prochaines capsules, donc ça va être plus facile. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça et à retenir ça, ben, ça va devenir très mélangeant éventuellement. Donc, c'est sûr, je vous encourage à apprendre ça le plus rapidement possible. Si je fais du côté gauche, c'est la même chose. Donc, côté gauche, on le voit ici, ça prend une figure, c'est le sang riche en oxygène. Alors, ici, ils ont dessiné de façon très courte, là, on ne les voit pas très bien. J'ai deux valves pulmonaires, pas deux valves, mais deux veines pulmonaires gauche, deux veines pulmonaires droite. On imagine qu'ils passent derrière le cœur comme ça ici. Donc, ils sont masqués, mais c'est comme ça. Et ils viennent se déverser, en fait, dans l'oreillette gauche. Donc, ce qui va arriver, les 4 veines pulmonaires amènent le sang riche en oxygène du poumon droit et du poumon gauche vers l'oreillette. Donc, on est déversé ici par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. La valve ici, auriculo-ventriculaire gauche, ouvre. Le sang chute dans le ventricule, remplit le ventricule. Et quand le sang, en fait, quand le ventricule va être rempli de sang, on voit ici en jaune, elle est cachée, la valve sigmoïde aortique. Et quand elle va ouvrir, le sang va pouvoir quitter le ventricule pour s'engager comme ça dans la aorte. Et évidemment, la aorte, qui fait l'espèce de forme de crochet ou de canne, c'est la grosse artère qui va sortir le sang du ventricule
gauche et va le redistribuer vers, vers l'ensemble de l'organisme. Donc, toujours en termes d'anatomie, ici, on vous présente une radiographie pour vous montrer la localisation anatomique du cœur. Donc, évidemment, c'est une radiographie qui a été prise chez un patient qui vous fait face. Alors, comme je disais un peu tantôt, la droite et la gauche sont inversées. Ici, j'ai le côté gauche, ici, j'ai le côté droit. Donc, clavicule droite ici, clavicule gauche pour vous repérer. Donc, la personne vous fait face, évidemment. On reconnaît en noir ici les poumons. Et en fait, le cœur, c'est vraiment la substance blanche ici que je vais encercler, qui apparaît blanchâtre, là, ici, au niveau de la radio. Donc, on remarque que, en fait, le positionnement anatomique du cœur, c'est du côté gauche, un petit peu vers la position inférieure de la cage thoracique, donc sous le poumon. D'ailleurs, le poumon ici, gauche, va être un peu plus court. Il y a un lobe de moins que le côté droit, justement à cause de la présence du cœur qui va venir comprimer le poumon, hein, ben, comprimer, façon de parler, mais qui va prendre de l'espace qui, normalement, aurait pu occuper, le poumon aurait pu occuper. Donc, il y a une partie ici qui est retranchée, qui laisse la place au niveau du cœur, alors que le poumon droit est beaucoup plus long. C'est vrai pour la très grande majorité des gens, mais il y a une faible proportion de personnes qui vont avoir le cœur inversé en position droite. Donc, c'est une espèce de malformation qui peut amener, parfois c'est bénin, mais parfois ça peut amener des problèmes au cours de la vie de la personne. Le fait qu'on a tout est inversé en fait, le cœur, connexion avec les vaisseaux et tout ça. Donc, ça arrive, mais la plupart de vos patients vont être évidemment le cœur du côté gauche à la position que je viens de vous décrire. Une autre image pour illustrer le positionnement du cœur comme ça, en fait, c'est surtout celle de droite ici que je vais vous montrer. Donc, on a la position postérieure qui est illustre. Donc, on reconnaît la colonne vertébrale, le dos de la personne, le devant avec le ventre, exemple, ici, donc position antérieure. Alors, ce qui est intéressant, contrairement à la radio de tantôt, on voit un peu plus la troisième dimension, si je peux m'exprimer ici. On voit que le cœur est en position avant, beaucoup plus antérieure. Alors, c'est une coupe transversale, évidemment. C'est comme si j'avais coupé une partie du tronc et que je l'avais enlevé. On regarde à vol d'oiseau, hein, du dessus. Donc, pardon, on reconnaît les deux poumons. On reconnaît la colonne vertébrale ici. Alors, le cœur, si je regarde vraiment dans cette dimension-ci, est vraiment vers la position antérieure, vers la position avant, alors que le dos est ici avec la colonne vertébrale. Donc, c'est pas simplement du côté gauche, on est aussi vers la position avant. Maintenant, le cœur, comme à peu près tous les organes, a différentes couches de tissu. Et généralement, la plupart des organes vont avoir trois couches de tissu. Hein? Une couche de tissu interne, une couche centrale et une couche externe. Donc, on parle souvent de tunique. C'est simplement qui réfère à différents étages, si vous préférez, de tissu comme ça qui va constituer l'organe. Au niveau du cœur, la tunique externe a une couche supplémentaire. Donc, on peut même parler de 4 couches, ce qui est plus rare. Généralement, on va parler de 3 couches. Donc, toujours en termes d'anatomie, cette image-là et la diapo qui suit, qui a été simplifiée un petit peu pour symboliser en images les termes qui sont écrits ici, sont nécessaires pour comprendre, en fait, la structure anatomique du cœur en termes de tunique comme ça. Donc, la première chose, la tunique interne, au niveau du cœur, porte le nom d'endocarde. Donc, carde cardiaque, ça réfère toujours au cœur. Endo, c'est un préfixe qui va revenir beaucoup en biologie. Généralement, endo, c'est toujours relié à interne, intérieur. Donc, ça peut vous donner une petite idée. Donc, dans ce cas-ci, on a l'endocarde, qui est la tunique interne, donc qui va vraiment tapisser l'intérieur du cœur et essentiellement va recouvrir les valves cardiaques, donc les 4 valves cardiaques que j'ai mentionnées tantôt. Et c'est un peu comme une tapisserie interne. Donc, le sang qui va entrer à l'intérieur du cœur va glisser sur l'endocarde. Et ce qui est étonnant, c'est que cet endocarde-là va se prolonger, on va l'étirer à l'extérieur du cœur. Et cet endocarde est comme en continu et va former le revêtement interne de tous les vaisseaux sanguins de votre corps, là, tous les veines, les artères et tout ça. Donc, c'est toujours comme en continu, en fait. C'est un fait pour un intérêt culturel, c'est pas très important, mais c'est quand même assez fascinant quand on y pense. Et l'endocarde, même si c'est pas écrit ici, et je pense dans le manuel, il n'en parle pas vraiment, mais je vous le mentionne quand même, il est modifié cet endocarde-là pour faciliter
le déplacement du sang. Donc, c'est un peu comme une patinoire. C'est lisse, généralement, surtout dans les jeunes, vos jeunes années. Hein. Plus que vous êtes jeune, moins que de défauts qui est apparu. Moins, évidemment, on a des jeunes artères, un jeune cœur. Donc, l'endocarde est très lisse. On produit des substances comme ça qui va faire une espèce de revêtement qui va faciliter le déplacement du sang. On ne veut pas d'endocarde rugueux ou abîmé comme on va retrouver dans certaines artères chez des personnes plus âgées, parce qu'évidemment, quand ça commence à être rugueux ou abîmé, ben, c'est plus facile d'accrocher des caillots, du cholestérol et tout ça, puis là, ça bloque plus facilement. Donc, tout est pensé pour que l'endocarde non seulement protège l'intérieur de l'organe, c'est une de ses premières fonctions, et la seconde, c'est vraiment pour faciliter le déplacement sanguin à l'intérieur du cœur ou à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Au niveau du cœur, la tunique du centre porte le nom de myocarde, donc carde toujours cœur, myo musculaire, comme les myocytes, exemple que vous avez déjà étudié dans d'autres cours. Alors, dans ce cas-ci, ben, c'est la partie la plus épaisse du cœur. Donc, la tunique centrale, elle est très épaisse et c'est la partie musculaire. Donc, c'est elle qui va se contracter avec beaucoup de force pour, évidemment, propulser le sang à l'extérieur du cœur. La tunique externe, donc, il y a deux tuniques externes, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on appelle le péricarde. Et le péricarde dans les deux sortes, le fibreux, le séreux. Je détaillerai les différences dans 2 secondes. Mais la principale fonction du péricarde, c'est une protection. Donc, comme tous les tuniques ou couches de tissu externes, tous les organes ont une tunique externe et le premier rôle, c'est de protéger l'organe. Et généralement aussi, ça va permettre de fixer l'organe aux structures voisines, donc pour pas qu'il se déplace, donc le maintenir en place dans la bonne orientation. C'est essentiellement les rôles du péricarde ici ou des autres tuniques externes que vous allez étudier dans différents organes au cours de votre deck. Normalement, il y a une tunique externe. Au niveau du cœur, il y en a 2. Celle que je pointe ici avec la flèche, c'est la tunique supplémentaire. Le péricarde fibreux, c'est comme une couche de plus qu'on a au niveau de la tunique externe. La plupart des organes n'auront pas cette couche supplémentaire. Ils vont avoir une couche séreuse qu'on appelle une membrane séreuse. Donc, au niveau du cœur, on va parler d'un péricarde séreux. Au niveau du poumon, ben là, on ne parle pas de péricarde, on va parler d'une plèvre. C'est aussi une membrane séreuse. Au niveau de la cavité abdominale, on va parler, exemple, pas de la mésentère, mais du péritoine. C'est aussi une membrane séreuse. La mésentère au niveau de l'intestin grêle, c'est aussi une membrane séreuse. Donc, elle porte un nom différent selon l'organe, mais comme toute séreuse, la structure générale d'une membrane séreuse est toujours identique. Donc, ce que je vais expliquer ici au niveau du cœur pourrait être équivalent pour la plèvre au niveau des poumons, exemple, ou du péritoine et tout ça. Une séreuse, c'est toujours 2 couches cellulaires avec un espace entre les deux. Donc, le péricarde séreux, ici, il y a une première couche de cellules qu'on appelle le feuillet cellulaire pariétal. Donc, c'est celui qui est le plus externe, le plus loin de l'organe. Si on considère que l'endocarde, c'est la couche interne, bien, le pariétal, c'est le plus éloigné. C'est vraiment la surface de l'organe. Et la couche cellulaire la plus interne pour cette tunique, pour cette membrane, c'est le feuillet cellulaire qu'on dit viscéral. Et ça, c'est comme la couche de cellules qui est le plus proche du cœur. Donc, c'est elle qui va s'appuyer, en fait, sur le myocarde. Donc, en dessous de cette séreuse-là, on aurait le myocarde ici et éventuellement l'endocarde. Et les éléments que je viens de dessiner ici, ben, c'est ce qui constitue le péricarde séreux. Entre les 2 feuillets, pariétal et viscéral, j'ai un liquide, ici, qui ressemble à de l'eau. C'est en fait essentiellement de l'eau. Et ce liquide, comme ça, va circuler entre les 2 feuillets. Et généralement, c'est pour permettre le glissement du feuillet pariétal et viscéral. Exemple, quand le cœur se contracte. Donc, ça va permettre un glissement plus facile. Là. En fait, le feuillet pariétal glisse littéralement sur le feuillet viscéral, mais surtout c'est pour protéger, ça lubrifie en fait. On va empêcher les frictions entre les 2 feuillets, parce que si ce n'était pas le cas, qu'on n'a pas suffisamment de liquide, bien, il pourrait avoir une friction, puis là, ça peut créer de l'inflammation, donc ce qu'on appelle une péricardite en fait. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire le manuel à la page 885, mais en gros, c'est pour empêcher justement ce type d'inflammation. Et là, on fait attention. Il y a plusieurs causes d'inflammation au niveau cardiaque, au niveau du péricarde. Ça peut être une infection par certaines bactéries particulières. Ça peut être plein de causes.
Donc, je ne dis pas que tous les péricardites sont causés par ça, mais c'est une des causes possibles. Donc, c'est important d'avoir une quantité de liquide suffisante entre les deux feuillets pour empêcher cette friction. Ce que je viens de dire sur le péricarde séreux vous donne une image, donc, de cette couche externe du cœur, mais gardez ça en tête pour le reste de votre deck. Un jour, vous allez étudier la plèvre, qui est une membrane séreuse au niveau des poumons. C'est exactement la même chose. La plèvre est faite d'un feuillet pariétal, du liquide qu'on appelle le liquide pleural, le feuillet viscéral. La mésentère de l'intestin grêle, même organisation. Donc, cette organisation générale que je vous ai donnée pour le péricarde séreux est tout à fait exacte pour tous les membranes externes séreuses de tous les organes de votre corps. C'est toujours la même structure. La seule chose que vous devez faire attention avec le cœur, c'est qu'on parle toujours de feuillet viscéral pour tous les organes, mais exceptionnellement, pour une raison que j'ignore, on a un synonyme et anciennement, le feuillet viscéral, on n'utilisait pas ce terme-là, on parlait d'épicarde. Et il y a encore beaucoup de gens qui utilisent le terme épicarde, ce qui m'achale énormément parce que ça mène une confusion. Si je répète, je parlais de l'endocarde pour la couche interne, myocarde centrale, puis péricarde pour la couche externe. Puis là, vous avez le terme épicarde, puis là, vous ne savez plus où le situer dans les trois couches. En fait, ce n'est pas une des trois couches, ça n'a aucun rapport. L'épicarde, c'est simplement une partie de la couche externe, ce que moi j'appelais, selon votre manuel qui utilise le même terme, le feuillet viscéral. Donc, le feuillet viscéral que je colore ici porte également le nom d'épicarde. Si vous voyez dans le livre un collègue plus âgé qui a fait des plus vieux cours de biologie médicale, puis qui emploie le terme épicarde, c'est une ancienne appellation, c'est correct, mais je veux que dans votre tête que vous situez vraiment l'endroit. Vous êtes vraiment dans la couche externe, péricarde, mais c'est le feuillet cellulaire qui est accolé sur le cœur. Donc, c'est des synonymes, il ne faut pas les confondre. Et exceptionnellement, normalement, un organe est fait comme ça. Hein? Une membrane séreuse, une couche interne et une couche moyenne, si vous voulez, intermédiaire, et une couche interne. Mais exceptionnellement, le cœur, comme c'est un organe vital qui se contracte avec beaucoup de force et tout, on a une couche supplémentaire qui nous donne une protection supplémentaire. Et dans ce cas-ci, ça sera le péricarde fibreux. Donc là, c'est vraiment la structure la plus externe. Du point de vue du cœur, c'est la structure la plus externe. C'est un peu comme un sac, mais très épais. Il y a un tissu conjonctif très dense, très riche en fibres et très fibreux. C'est pour ça qu'on appelle le péricarde fibreux, beaucoup de collagène et tout. Et c'est vraiment comme un gros sac très épais qui enveloppe le cœur, qui va même le fixer aux structures voisines pour l'empêcher d'avoir une orientation incorrecte ou de se déplacer. Et évidemment, rôle de protection, rôle de maintien de l'organe autour des structures voisines. C'est beaucoup de texte, mais si on veut symboliser ça en résumé, ça résume tout ce que je viens de faire. Donc, si vous avez cette image-là en tête, les images du manuel, après, deviennent très claires. Si je pars de l'intérieur du cœur, avec les cavités, mettons l'oreillette ou les deux oreillettes ou les deux ventricules, le sang va circuler ici, va remplir les oreillettes ventricules. Donc, le sang, la première chose contre quoi il va percuter, c'est la première couche ici qui tapisse la cavité, l'endocarde, donc la couche interne, ce que je parlais tantôt. Et donc, c'est vraiment la couche la plus interne du cœur, celle qui rentre en contact avec le sang qui est accumulé dans la cavité cardiaque ici, exemple l'oreillette. Au-dessus, j'ai le myocarde, couche intermédiaire, donc c'est vraiment musculaire, c'est ça qu'il faut retenir, c'est elle qui est responsable de la contraction cardiaque. Et par-dessus, en vert, tout ce qui est en vert ici, c'est le péricarde séreux. Okay? Donc, ça, c'est la couche externe qui est là pour protéger. Comme n'importe quel organe, il y a toujours une membrane séreuse qui protège, sauf qu'ici, on parle de péricarde séreux parce que c'est le cœur. Péricarde réfère à cœur. Comment est organisé ce péricarde séreux? Il est un peu plus complexe parce qu'il y a deux couches de cellules. En fait, il y a le feuillet pariétal ici que j'ai parlé supérieur, le liquide entre les deux, le liquide séreux qui est en fait de l'eau, et le feuillet viscéral qui s'appelle également épicarde, pardon. Donc, c'est deux synonymes. Mais l'ensemble du feuillet pariétal, du feuillet viscéral, ou si vous préférez épicarde, l'ensemble de tout ça avec le liquide forme le péricarde séreux, donc la couche externe. Et j'ai une deuxième membrane par-dessus. Donc, c'est vraiment deux membranes séparées. Une membrane séreuse et une membrane plus fibreuse, que j'appelle le péricarde séreux, qui donne une protection supplémentaire. Donc, une membrane extrêmement épaisse. Si vous aviez la chance de faire une section du cœur, vous verrez vraiment que c'est une espèce de sac qui enveloppe le cœur, qui est très épais. Donc, on voit tout de suite que c'est pour la protection, en fait, la protection du cœur.
Tout ce que je viens de dire, là, je passe rapidement, mais c'est exactement la même chose, mais sur des schémas d'anatomie. Donc, si vous avez la diapo précédente assez claire en tête, c'est le même ordre. Donc, on voit vraiment le péricarde fibreux ici, c'est une vue de côté, là, mais c'est la membrane la plus externe ici qui protège. Ensuite, on a le péricarde séreux qui se divise en 2 feuillets. Donc, ici, c'est très petit, mais il faut faire attention. La ligne en noir, en fait, c'est le liquide séreux qui va circuler. Ce qui est très proche ici, c'est le feuillet viscéral ou l'épicarde. Et ce qui est juste en haut de la ligne en noir, c'est le feuillet viscéral. Donc, ça constitue, ces 3 éléments-là que je pointe présentement, constituent le péricarde séreux, en fait, qui est la deuxième membrane externe. C'est pas écrit sur votre schéma, mais je vous le dis quand même. Si je quitte cette couche externe ici, qui est la membrane séreuse, ce qui est très épais ici, c'est la couche la plus épaisse, c'est le myocarde, donc la couche intermédiaire. Et on pourrait deviner ici, bien que ce n'est pas dessiné vraiment, en tout cas c'est plus difficile à imaginer, l'endocarde qui serait la couche interne. Donc c'est l'équivalent de ce que j'ai écrit en mots sous forme d'image. Même chose ici, donc on reconnaît la couche interne, donc le sang s'accumulerait ici dans l'oreillette, exemple. J'ai l'endocarde qui ressemble à ça ici. J'aime bien cette vision-là, cette image-là, parce qu'on voit à peu près, contrairement aux autres diapos, l'épaisseur réelle des différentes couches. Donc l'endocarde est très mince. On voit ici le myocarde, couche intermédiaire, très musculaire, on reconnaît les cellules musculaires, très épais évidemment. Et on s'en va vers la partie incomplète sur ce dessin-là du péricarde séreux. On a montré simplement le feuillet viscéral, l'épicarde ici, qui est en fait assez riche en tissu lipidique. On voit que c'est de la graisse qui s'est accumulée ici. Mais il manque évidemment des éléments. Il manque le feuillet pariétal, puis il manque évidemment le péricarde fibreux. Donc, c'est une autre façon de montrer les différents éléments que je viens de vous parler. Le myocarde, c'est donc la couche la plus épaisse que je vous disais tantôt. Beaucoup de cellules musculaires. La seule et unique fonction, c'est de générer une force de contraction nécessaire pour pousser sur le sang, permettre le déplacement sanguin. Et un fait anatomique assez intéressant, on vous dit, il y a beaucoup de gens qui savent ça généralement, et je vous pose la question, comment ça se fait que le myocarde du côté gauche est 3 à 4 fois plus épais que le côté droit? Si je montre une image, ça c'est une image qui reflète bien la réalité, et c'est pas toutes les images qui montrent ça, et puis il y a des manuels qui montrent pas ça des fois. Des fois, l'artiste qui dessine l'image fait les myocardes de la même épaisseur. Alors c'est faux. Le côté gauche, vous remarquez ici une épaisseur extrêmement importante par rapport au côté droit. Comment ça se fait que j'ai plus de myocytes qui sont plus, comment je dirais, hypertrophiés? On voit que les cellules sont beaucoup plus grosses ici que ce côté-ci. Donc, je vous pose la question, et en fait, c'est très simple, quand vous connaissez la fonction du cœur un petit peu, le côté gauche va projeter le sang riche en oxygène dans l'ensemble de l'organisme. Donc, il doit se contracter avec beaucoup de force et avec beaucoup de pression pour être capable de propulser le sang du cœur dans l'ensemble de votre corps. Donc, imaginez-vous, si vous êtes, mettons, je prends une personne qui a 6 pieds 2, qui est très grande, puis le cœur qui est situé à peu près, donc comme je vous disais tantôt, du côté gauche, position thoracique, puis là, je vous dis, bien là, il faut qu'il soit assez fort pour propulser assez de sang vers le cerveau, puis battre la gravité terrestre, puis en plus, il faut envoyer du sang au niveau des pieds, puis un peu partout dans le corps, donc ça prend beaucoup de force pour amener l'oxygène comme ça dans l'ensemble de vos cellules. Par contre, le côté droit, c'est prend pas une grosse contraction parce que lui, il reçoit le sang pauvre en oxygène. On disait tantôt que les veines caves se déversent dans l'oreillette droite. Quand l'oreillette droite se contracte, on va chasser le sang du ventricule droit vers les poumons. Sauf que les poumons sont très proches du cœur. On n'a pas besoin d'envoyer du sang très loin, contrairement au côté gauche. Donc, évidemment, ce sang qui s'en va vers les poumons, bien, le trajet est beaucoup plus court, donc on n'a pas besoin de se contracter avec autant de force, évidemment. Ce qui explique la différence anatomique. Comme vous avez peut-être vu avec votre enseignante de première session, l'anatomie est toujours reliée à la physiologie. On n'a pas des formes au hasard comme ça. Donc, l'anatomie ici, on a des cellules beaucoup plus grosses, hypertrophiées. La couche myocardique est beaucoup plus épaisse du côté gauche parce que c'est relié à la physiologie, donc la fonction qui est de propulser le sang dans l'ensemble de l'organisme. Alors qu'ici, au point de vue anatomique, c'est plus mince, tout simplement parce que le myocarde se contracte moins fort pour amener le sang au poumon.